Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme de la politique agricole commune. Il faut savoir qu'avant de la réformer, on l'a mise en place. Et on a mis donc en place, et c'est là qu'on a segmenté, je dirais, un peu partout en Europe, les productions. Donc c'est comme ça que la Beauce est devenue le grenier de la France, hein, céréales, betteraves, le Val-de-Loire, fruits primeurs, châteaux, mais plus de vaches, et la Sologne, le terrain de chasse, plus de vaches non plus. Donc nous, toute la production laitière française, en fait, petit à petit, s'est concentrée vers les Pays de Loire, la Bretagne, la Normandie, un certain nombre d'autres zones qui étaient plus des zones à appellation d'origine. Et nous, finalement, pendant 40 ans, des années 55 aux années 2000, on a été confrontés à quelque chose de terrible, c'est qu'on nous a en permanence supprimé notre matière première. L'origine de la création de la laiterie, c'est des producteurs de lait, hein, qui, moi je dis toujours, sont les pionniers de l'entreprise. Et ces producteurs de lait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en commun leur production laitière pour livrer des pôles de consommation. Et notre métier à nous transformateurs, de tous les produits transformés, c'est d'assurer la conservation dans le temps de produits qui sont rapidement dégradables. Et ça, c'est applicable à tous les produits alimentaires. Quand vous avez un steak à la maison, vous le mettez au frais, vous le conservez parce que le steak, il est mis au frais. Quand vous faites du saucisson, vous concentrez le produit, et c'est le fait qu'il soit concentré qui va éviter les développements microbiens. Et bien nous, dans notre métier, qu'est-ce qu'on a fait? On recevait du lait, ce lait, en quelques heures, il est impropre à la consommation, et donc avec ce lait, qu'est-ce qu'on faisait la plupart du temps? Du fromage, et ce fromage, donc derrière, on le donnait en alimentation humaine, on récupérait le petit lait, d'accord, qui lui était donné en alimentation pour les cochons, et de temps en temps on mangeait les cochons, etc. Donc au sortir de la guerre, quand mon grand-père a repris cette affaire, elle traitait 6000 litres de lait par jour, elle avait 9 salariés, et elle avait 13 cochons. Voilà comment l'affaire a démarré. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors nous on était là, il y avait à l'époque plus de 60 laiteries dans le département du Loiret, parce que les moyens de locomotion n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, et donc la circulation était rendue beaucoup plus difficile. Donc petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les producteurs disparaître d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens, et le métier du lait est un métier terriblement difficile, puisqu'il faut être présent 365 jours par an, de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Quand les gens ils ont le choix entre en dire je vais faire des céréales dans lesquelles je vais mettre une organisation en place qui va me permettre de prendre mes week-ends, qui va permettre de partir en vacances et qui va me permettre d'avoir au niveau de mon exploitation un profit qui sera équivalent à ce que je fais sur le lait, les gens petit à petit disent j'arrête le lait et je me mets aux céréales. Donc ça a été notre grosse problématique, c'est-à-dire qu'on a eu une érosion. Alors, nous par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien dans un premier temps, on a été chercher notre lait de plus en plus loin. Puis ensuite, on s'est adapté. Donc on a essayé de trouver des nouveaux produits, on a lancé du lait de consommation, stérilisé, ensuite on a fait des laits aromatisés, on a fait de la crème, etc. Donc petit à petit on s'est développé jusqu'en 1985, où là ont été mis en place les quotas laitiers. Donc là pour nous, c'est pas compliqué, il y avait 3 solutions, soit on partait, soit on mourait, soit on faisait autre chose. C'est à partir de 85, avec les problématiques qu'on a eues de quotas laitiers, donc pour nous c'était la mort, c'est-à-dire que globalement on savait qu'on allait perdre des producteurs, et c'est ce qui a continué à se passer, c'est-à-dire que nos producteurs ont arrêté, on est passé de plus de 1300 producteurs à un moment à moins de 300 producteurs, et c'est là qu'on a vu en fait, de façon assez étonnante, des producteurs remarquables qui au compte, plutôt que de dire bon bah finalement je suis du mouvement et j'arrête, se sont relevés et se sont mis de façon formidable, ont eu un regard complètement différent sur leur mission d'exploitant agricole et qui, je le rappelle toujours, un exploitant agricole c'est un chef d'entreprise, hein, c'est pas comme on peut les dénommer à un moment des paysans dans un coin, etc. C'est des véritables chefs d'entreprise qui parlent de besoins en fonds de roulement, de trésorerie, etc. Et ça je pense que ces gens-là ont fait un travail admirable, c'est-à-dire qu'ils ont fait un travail de professionnels de l'entreprise bien mieux que nos voisins bretons. C'est-à-dire que les Bretons, comme ils avaient du lait et que ça produisait et que ça gagnait et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, ils n'ont pas fait l'effort de restructuration qui était nécessaire. Alors que nous, nos producteurs étaient obligés de le faire parce que de toute façon, s'ils ne faisaient pas les efforts de restructuration, ils étaient condamnés à disparaître, et c'est pour ça que nos exploitations ont grandi de façon extrêmement importante. Alors, là, on va assister dès les quotas laitiers à une érosion extrêmement rapide en fait. Les gens vont arrêter parce qu'en plus il y a les aides à l'arrêt, il y a toute une politique communautaire qui fait que c'est vraiment très très violent en termes de réaction. Paradoxalement, la quantité de lait produite
est quasiment restée la même. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a perdu un petit peu de quotas, on a perdu un petit peu je dirais de lait, mais au global, la production est restée la même. Sauf que, bon, ce qui s'améliorait de façon considérable, ce sont les rendements au niveau producteur de lait. D'accord. Voilà. Alors, nous, ça correspond pour nous à une époque dans laquelle on est des chefs d'entreprise aussi, puis finalement on nous dit, vous avez une matière première qu'on vous supprime. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a pas de solution, on part, on meurt, on fait autre chose. Hein, partir, pas spécialement pour aller où, mourir, pas spécialement envie, et donc on choisit de faire autre chose et de devenir un conditionneur de liquide alimentaire. Avec cette particularité, c'est que le lait est le produit le plus difficile qu'on ait à traiter dans l'entreprise. C'est un produit qui évolue très très vite au niveau microbiologique. C'est un produit qui est très instable au niveau physico-chimique. Hein, entre l'été, l'hiver, etc. Il y a des évolutions extrêmement sensibles. Et donc, finalement, ça va nous permettre, sans trop de problèmes, de réaliser d'autres productions, Et donc, c'est comme ça qu'on va se mettre à faire du jus de fruits, du soja, des produits diététiques, de la soupe, etc. Petit à petit. Et donc, je vous avoue qu'à ce moment-là, bon, la philosophie qu'on avait, c'était de dire, le lait, on verra bien ce qui se passera sur le lait, mais gentiment, l'activité est en train de décroître, c'était une activité sur laquelle on avait une rentabilité qui n'était pas bonne, tout ça, ça nous amenait à une réflexion, et d'ailleurs, je me souviens de l'époque où à la fois mes actionnaires, puisque quelques années plus tard, j'ai racheté l'entreprise avec mon père. À la fois les actionnaires, mais également les banquiers nous disaient, mais qu'est-ce que vous vous embêtez avec le lait? Arrêtez de faire ce produit-là, vous ne gagnez pas d'argent, ça vous coûte, etc. Et là, je crois que c'est là où on mesure aussi notre responsabilité. Moi, je considère qu'on a aujourd'hui une responsabilité à la fois sociale, mais également sociétale. Alors, on n'a pas lâché cette production. C'est-à-dire que on avait, et je pense que c'était un des grands leitmotifs de mon père qui disait, on a la responsabilité de salariés, on a la responsabilité de gens qui nous ont fait confiance, nos producteurs de lait. Et donc, on n'a jamais lâché prise. Et on a continué à les accompagner, même si, il y a eu des moments extrêmement compliqués, à la fois pour eux et pour nous, en termes de rentabilité, etc. Et je pense que le signal le plus important qu'on ait envoyé, c'est le jour où on a complètement réinvesti dans des nouvelles lignes de production. Parce que, très clairement, à ce moment-là, les producteurs se sont dit, là, ils nous envoient un signal fort qu'ils veulent rester dans la région et un signal fort qu'ils veulent continuer à développer le lait et redévelopper le lait. Et c'est vrai que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a mis en place donc, à partir de 2006 des lignes de bouteilles plastiques qui nous ont permis de redonner donc, du sens à notre lait de consommation. Et ces lignes de bouteilles plastiques que l'on a mis en place avec un procédé extrêmement innovant, qui est une bouteille sans opercule en fait. Donc on a développé ça avec une petite société de Malesherbes, PDG Plastique, Monsieur Desfrétiers. Et en mettant en place cette bouteille PET sans opercule, on a réussi par ce biais-là à créer un nouveau segment qui plaît énormément aux consommateurs, qui plaît énormément à nos clients et qui nous a permis donc de redévelopper de façon importante le lait. Donc là, les producteurs étaient rassurés, ils se disaient, s'ils investissent autant, c'est quand même qu'ils ont l'intention de garder l'activité laitière. Donc on a vu des producteurs qui ont commencé à retrouver le sourire et qui ont dit, Banco, on peut y aller, on peut commencer à préparer l'avenir. Et donc ils ont joué le jeu à fond de continuer, de recommencer à investir, à redévelopper, à garder de la présence de lait. Et c'est pour ça que, de façon un petit peu bizarre, la courbe s'est infléchie et pour repartir donc à la hausse. Alors, en plus de ça, sur la région centre, il n'y a plus beaucoup d'industriels laitiers. Hein, donc il y a des entreprises qui ont vraiment pignon sur rue, comme par exemple Tribala à Riant dans le Cher. Mais nous, on est un peu le dernier avec eux, on est un peu les derniers dans la région centre. Donc on s'est pris un petit peu d'une mesure et d'une mission qui est de dire, finalement, tout producteur de lait qui est dans cette région et qui potentiellement peut être abandonné, c'est un peu notre devoir d'avoir une organisation qui permette de le récupérer. Et on a eu l'occasion de faire 2 opérations en région centre, une plutôt dans le département du Loiret, où on a repris une zone de collecte aux producteurs de bons grains, qui était une usine qui avait fermé dans l'Yonne, donc on a récupéré là-bas une vingtaine de millions de litres de lait. Et puis on a fait la même opération l'année d'après en reprenant une zone de collecte en Indre-et-Loire, donc à Belle. Ce qui a permis donc de réétoffer donc notre collecte laitière. Parce que paradoxalement,
aujourd'hui, on a deux problèmes. On a un problème effectivement d'avoir une activité industrielle et de développer cette activité industrielle, mais on a également un problème, c'est de maintenir le moral chez nos producteurs, de continuer à assurer leur développement. Il faut savoir que ce marché du lait est un marché qui est régulé à la fois sur des produits de consommation en France, mais également dans le monde. Il y a entre autres deux produits qui sont souvent cités, qui sont le beurre et la poudre. Et donc, en fonction des échanges internationaux, eh bien, le beurre et la poudre vont monter ou vont descendre. Et en fonction de ces prix de beurre et de poudre, il va derrière avoir une répercussion sur le prix du lait sur le marché intérieur que l'on paye aux producteurs. C'est-à-dire que le prix du lait est calculé sur des indices donc, qui mesurent, qui sont le prix du beurre, le prix de la poudre, le prix de certains fromages, etc. Donc, les producteurs de lait, on était là, je vous parle dans une situation 2008, vous voyez, en plus pendant la période de crise, où le prix du lait avait chuté de façon extrêmement importante. On était inférieur à 300 € des millilitres de lait. Donc là, les producteurs de lait étaient arrivés à un niveau où le prix du lait n'était plus suffisant pour couvrir l'ensemble de leurs charges. Donc là, il y avait des situations extrêmement dramatiques. Le problème au niveau économiquement, c'est que quand vous avez accès à de la matière première qui n'est pas chère, vous avez des gens qui se mettent sur le marché et qui veulent absolument écouler leur matière première et qui font des prix complètement délirants. Donc il y a du dumping, c'est toujours ces situations de surproduction dans lesquelles on a du dumping sur les prix qui se fait de façon importante et on fait écrouler complètement les filières. Il faut savoir que dans nos métiers, le lait, c'est jamais... bon, déjà, on ne manque pas de lait, et puis en plus de ça, une hausse ou une baisse de 2% va pouvoir avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire que je vois que quand le marché s'est écroulé dans les années 2008, il ne s'est pas écroulé parce qu'il y avait des centaines de millions de litres de lait en trop, etc. C'est parce qu'il y avait un petit peu de lait en trop, c'est-à-dire que globalement, il y avait un surplus de lait qui n'était pas énorme, qui a entraîné une chute des cours. Et inversement, 6 mois plus tard, on a eu une hausse des cours extrêmement forte parce que le marché était parti. Donc ces effets d'à-coup sont extrêmement préjudiciables au niveau des producteurs. Pourquoi? Parce que les gens sont inscrits dans des programmes long terme avec des besoins de trésorerie. Et vous vous rendez compte quand des fois on arrive avec des à-coups de plus de 100 € du mille, les producteurs, eux, ils ont toujours les mêmes charges à payer, etc. Donc si ils ont eu une façon de gérer leur affaire qui était plus un peu précautionneuse en disant bon, on va voir comment les choses vont se passer demain. On a des producteurs qui ont pu passer, puis les producteurs qui n'avaient pas beaucoup de remboursement, d'investissement, etc. parce que leur matériel était amorti. Mais ceux qui avaient investi, qui développaient, on est arrivé à des prix de lait qui conduisaient à des situations complètement terribles. Et on a eu une initiative qui, je pense, a été extrêmement appréciée par les producteurs. C'est que on a eu, je crois que c'est en fin 2009, on a reversé un complément de prix à nos producteurs de lait parce que la situation était trop compliquée pour eux et on a jugé donc important de faire un geste à ce niveau-là par rapport à ça. La destinée du lait en région centre, moi je me fais plus d'illusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je gère mes producteurs, on travaille avec les industriels qui sont sur place et les producteurs, mais on en fait notre affaire. Parce qu'aujourd'hui, si on attend de Paris ou si on attend de Bruxelles qui viennent nous aider à sauver les producteurs de la région centre, de toute façon, c'est pas dans leur plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région centre est une région dite blanche, au sens bruxellois du terme. Alors pour du lait, c'est l'original, mais c'est une région qui n'existe plus. Or, nous, aujourd'hui, on défend une autre vision. On défend une vision qu'avec tout ce qui est en train de se passer sur le développement durable, la proximité de pôles de consommation, puisqu'on a la ville de Paris qui est aux portes de chez nous, eh bien, on pense que le lait de la région centre peut et doit exister, à condition effectivement d'être dans des critères de compétitivité. Et le handicap énorme que l'on a à l'amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des coûts de collecte par rapport à mes concurrents qui sont entre 1 et 1,5 centimes d'écart. Ça veut dire que je n'ai pas démarré l'année, que je sais déjà que j'ai une pénalisation liée à mes coûts de collecte qui va être pour ma collecte de l'ordre de 1,5 million à 2 millions d'euros, ce qui, vous vous rendez compte, est colossal. D'accord ? Donc, il faut que je retrouve ailleurs ces économies. Et je les retrouve, entre autres, sur un certain nombre de diversifications qu'on fait dans les produits, mais également sur la livraison en aval des produits. Parce que de toute façon, on est tout interconnecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les producteurs qui râlent et qui disent les industriels font pas ce qu'il faut, etc., le jour où il n'y a plus d'industriels, il n'y a plus de producteurs, et le jour où il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus d'industriels. Donc notre monde, il est interconnecté, et ce qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en place
c'est les notions de valorisation complète des filières. Et si on arrive à mettre en place ça, eh ben, il faut que tout le monde gagne correctement sa vie. Et un des drames, je pense, de la PAC, qui au demeurant a été de très bonne mesure pour certaines choses, il ne faut jamais l'oublier, mais un des drames de la PAC, c'est qu'à un moment, on a soutenu abusivement, les producteurs étaient plus à s'occuper, à aller chasser les aides, qu'à aller faire leur métier d'agriculteur. Et c'est là où on est devenu, effectivement. Et on a des exemples, je trouve, extrêmement intéressants. On vient de monter un partenariat qui a maintenant plus d'1 an avec Système U pour conditionner, alors qui conditionne du lait de la région centre. Et Système U fait également quelque chose d'extrêmement important avec monsieur Papin. On a signé un accord dans lequel on produit le lait bio de Système U à partir d'un groupement qui s'appelle Biolait, de Système U et de Doux. On a fait un accord tripartite dans lequel on travaille à livre ouvert sur les notions de coûts. Et 3 euros du mille, donc ce qui fait à peu près 3 centimes d'euros par litre de lait acheté par le consommateur, est reversé en soutien à l'agriculture biologique pour que les producteurs qui vont transférer leur lait de conventionnel en bio soient soutenus et soient aidés. Parce qu'il y a une période de 2 ans dans laquelle vous n'avez pas le droit de vendre votre prix de votre lait bio en bio, vous êtes obligé de continuer à le vendre en conventionnel. Donc vous avez les contraintes du lait bio parce que vous êtes en train de vous muter vers le bio, vous avez les contraintes et les coûts, et par contre vous n'avez pas les profits. Donc on a travaillé avec ça, et c'est vrai qu'on milite au travers de ça. Et c'est aussi un investissement quelque part, tout ce que vous êtes en train de dire, et un pari sur l'avenir. Bien sûr. Moi, je considère que les choses vont changer. Et c'est pas possible autrement. On n'est pas sûr de grand chose. Par contre, on est sûr de 2 choses, à mon avis. C'est qu'on va avoir des problématiques énergétiques dans les années à venir. Et ces problématiques énergétiques, de façon claire, vont se traduire par une demande, une réflexion beaucoup plus importante sur toutes les notions de rationalisation de nos circuits de distribution, etc. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il deviendra complètement ridicule que le lait de la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel il soit vendu à Lille ou à Marseille. Il doit être vendu à 300 km autour de nos usines, point à la ligne, il va pas un litre de lait qui doit sortir de ça. Donc, partant de ce principe, un petit peu de ce principe-là, on arrive à avoir des situations dans lesquelles on commence à réfléchir, à rationaliser les choses. Et si tout ça, ça se met effectivement en œuvre, eh ben on va assister à de la réindustrialisation, à de la relocalisation de production qui aujourd'hui est partie très loin de chez nous. Et puis, on a besoin des producteurs de lait pour produire effectivement ça. Et l'agriculture, en dehors d'avoir un rôle économique dans la production de biens alimentaires, a aussi un rôle social et sociétal extrêmement important. C'est des emplois, c'est des terrains qui sont entretenus, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut arrêter de sacrifier sur l'autel de la productivité ou l'autel de la compétitivité, parce qu'on dit la France doit produire des Airbus, etc. Bien sûr qu'elle doit faire ça. Et de l'autre côté, elle doit aussi pas massacrer son agriculture, qui est aujourd'hui un de ses fleurons. On voit plutôt aujourd'hui des producteurs qui se rassemblent pour diminuer les contraintes. Quand des producteurs vont se mettre en GAEC à plusieurs, bon, ils le font parce que déjà ils savent qu'ils représentent une masse plus importante qui permet d'amortir des charges de fixe sur des volumes plus importants, mais aussi parce que ces gens-là ont une prise en compte de leur vie personnelle au global. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on est producteur de lait, on ne devrait pas avoir des week-ends, on ne devrait pas avoir des soirées avec sa femme, on ne devrait pas avoir des vacances, etc. Donc, je pense que cette prise en compte sociale du métier, elle est importante. Alors, elle se fait par différentes actions. Le regroupement de producteurs et la massification en est un. Il y a aussi des organisations qui permettent globalement de louer les services d'une personne qui va assurer le travail sur l'exploitation pendant un certain moment. On traite à peu près... on ramasse à peu près 150 millions de litres de lait. D'accord. On fabrique avec ces 150 millions de litres de lait, donc on achète un petit peu de lait à l'extérieur, on fabrique 230 millions d'emballages. Donc ça c'est notre production globale. Et aujourd'hui, ça représente, sur le périmètre du groupe, ça représente 22% de la production totale. D'accord. Donc c'est effectivement Et comme je vous le disais, chose particulière à cette année, donc c'est une production qui est en augmentation.
à la fois des attentes des consommateurs sur des produits, vous voyez, des produits nouveaux comme, bon là par exemple on a lancé une brique d'un lait qui s'appelle Centre-Val de Loire, bon, qui est vendu localement, alors qui est vendu aujourd'hui dans les magasins Système U du Loiret, mais qu'on est en train d'essayer de développer un petit peu ailleurs. On a aussi mis en place et créé un produit qui s'appelle le lait d'ici, hein, donc qui est un concept qu'on fait au niveau national, qui est de dire le lait, voilà, donc voilà le lait. D'accord. Vous voyez le lait tout simplement, hein, ce qu'on appelle le lait d'ici. Donc ça garantit aux consommateurs que le producteur de lait est dans un périmètre. Voilà. Alors, je sais pas combien, que le lait ne fait pas plus de je crois que c'est 340 km. Okay. Au global de tout le lait qui est produit dans nos exploitations, ce lait ne fait pas plus de 330 km en moyenne, hein, okay. Donc sur des exploitations. Et ça, les consommateurs, les clients sont sensibles. Il y a une... Oui, les clients sont sensibles parce que d'abord, on a voulu un produit, vous voyez, qui est assez simple et qui est économique. Et puis derrière, bon, bah, les gens ont compris que c'était du lait de nos régions, et je crois que ça, il faut le marteler, c'est-à-dire que c'était, je ne sais plus quelle enseigne qui disait nos emplois sont nos emplettes. Bon, c'est exactement ça, c'est-à-dire que derrière ça, bah, il y a des gens qui travaillent dans nos usines, il y a des producteurs de lait qui produisent, et on développe. Donc c'est sans cette période où on cherche des solutions à nos problématiques d'emploi, etc., je pense que c'est extrêmement important. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, ça dépasse le strict débat du lait, c'est plus le débat des entreprises et des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie problématique de fond sur la France n'aime pas ses entrepreneurs, hein, moi je le martèle depuis des années. Les entreprises ne sont pas vues comme des créateurs de richesse, sont plutôt vues comme des créateurs de nuisances. Or aujourd'hui, bon, derrière ces entreprises-là, il y a des salariés, il y a des chefs d'entreprise qui sont extrêmement impliqués, qui vivent avec leurs collaborateurs ces choses-là. Et je pense qu'il y a un rapport entre l'entreprise et le monde politique qui aujourd'hui n'est pas du tout positif, hein. Il faut absolument arriver à rapprocher ces mondes-là et passer de la défiance, mais de la méfiance à la confiance. Et j'aime beaucoup ça. Et je crois que, enfin moi c'est ce que je considère et que je dis haut et fort, c'est qu'aujourd'hui il est du rôle des politiques comme de l'administration de mettre les entreprises dans les conditions de la réussite. Et c'est pas, puisque maintenant c'est terminé, et je pense que c'était pas une très bonne solution en permanence d'être sous perfusion par des aides, etc. Mais c'est vraiment de travailler à une amélioration, par exemple, de l'ensemble des débats administratifs, hein. Quand aujourd'hui vous voulez une autorisation d'exploiter ou un permis de construire, il faut entre 12 et 18 mois. Hein. Or aujourd'hui, nous, la vie économique, elle est en Europe avec des gens qui s'accélèrent de partout. On a un code du travail qu'on connaît qui est une sinécure complète et qui n'a plus de sens, ni pour nous d'ailleurs, ni pour les collaborateurs. On a des systèmes aujourd'hui, et ça c'est vraiment, je pense, alors je suis un grand défenseur de la TVA sociale, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les entreprises dans les conditions de la réussite, et entre autres en termes de coût du travail, et je ne parle pas des salaires, je parle bien de coût du travail global, de façon à ce que les entreprises puissent recréer des richesses, parce qu'on sait que si on recrée des richesses, eh bien c'est moins de chômeurs, c'est des emplois qui derrière se redéveloppent, c'est des gens qui retrouvent du goût et du sens, puisqu'on sait très bien que quelqu'un qui aujourd'hui est en activité va avoir goût à dépenser son argent et à avoir des projets, etc. Alors qu'un chômeur, il va se recroqueviller comme une huître sur son système. Moi, je travaille avec un certain nombre de gens de la distribution. Je vous ai parlé tout à l'heure de Système U. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont des actes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font confiance à des producteurs comme nous pour leur conditionner du lait, du jus de fruits, des produits, etc. Donc ces gens-là se sont parfaitement inscrits dans cette démarche de dire si on n'aide pas aujourd'hui nos entreprises, demain, d'abord, je ne sais pas où on ira chercher les produits, et puis en plus de ça, on aura des vraies problématiques de fond sur le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc moi je crois que, vous voyez, on aurait fait cet entretien il y a 5 ans, j'aurais été beaucoup plus pessimiste, parce que j'aurais dit ça nous tombe de partout, on ne sait plus trop où aller, on a les Allemands qui depuis 15 ans se sont organisés de façon complètement différente de nous, avec des soutiens importants. Et bizarrement aujourd'hui, je suis plutôt très optimiste, parce que je me dis, de toute façon,
on est dans une situation dans laquelle, globalement, la pression financière est de plus en plus forte, mais elle est de plus en plus forte pour tout le monde. Donc on va remettre du bon sens là-dedans. C'est-à-dire qu'on va, et c'est ce qu'on a fait sur le lait. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le lait, on abandonne nos producteurs, ou est-ce qu'on dit, ben, le lait de la région centre, il doit exister? C'est ce qu'on a fait. Donc on a dit voilà, et puis alors si on continue à faire de la brique de lait premier prix, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Par contre, si on arrive à mettre notre lait comme un ingrédient dans des produits diététiques, etc., à développer des nouveaux packaging, à se creuser effectivement l'esprit, et ben on arrive à trouver des leviers qui sont extrêmement forts. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, moi en tant que chef d'entreprise, je dis toujours que quand ça va bien, c'est à la veille d'aller mal, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, et je leur dis notre mission à nous, c'est d'avoir une vision stratégique sur ce que sera le lendemain. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont dans une position de dire ça va bien, je gagne de l'argent, ça développe, donc je m'arrête là. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils roulent dans une voiture à 180 km/h et qu'il y a peut-être un mur à 5 mètres qui est en train de se faire. Et on a des tas d'exemples comme ça, de gens qui disparaissent. On citait récemment Kodak. Bon, bah, Kodak est une superbe entreprise, elle est morte aujourd'hui. Elle est morte parce que ces gens-là n'ont pas été des visionnaires. Et notre rôle de chef d'entreprise, c'était être un visionnaire. Comme le rôle des producteurs, c'est d'anticiper un certain nombre d'évolutions et de choses qui vont leur permettre effectivement de faire face. Et pour ça, ils ont besoin de nous. Les médias ont un moment, les médias orchestrent aussi des choses de façon des fois, pas toujours très très positive. Moi, je suis content de voir des journaux comme vous en avez là qui parlent des points positifs parce que je suis toujours effaré de voir que quand vous ouvrez le journal, on parle plus des mauvaises nouvelles. Bon, nous, vous voyez, cette année, on a eu 100 ans. Alors, on n'a pas fait une communication extrême, mais ça s'est quand même un peu su. J'ai personne qui m'a dit, ben voilà, une entreprise qui a 100 ans, qui est venue, on fait un papier dessus, enfin, on fait un truc positif. Et ça, moi, j'ai mis en place une chose dans l'entreprise, c'est les bonnes nouvelles. Je veux qu'on me sorte les bonnes nouvelles. Je veux qu'on dise, parce que des bonnes nouvelles, il y en a des tas. Et on parle toujours des mauvaises. Donc si vous pouvez avoir un journal des bonnes nouvelles, je pense que ça serait une idée assez géniale. Donc je crois que effectivement, et encore une fois, personne ne fait tout bien. Et ça c'est important. Les gens qui vous disent moi je suis quelqu'un de parfait, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont un ego surdimensionné. Donc tout le monde a des points d'amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens appréhendent cette évolution-là. Et dans les entreprises, il y a 10 ans, enfin ou 15 ans, on avait des problématiques au niveau pollution, au niveau tout ce qu'on veut, etc. On a fait un travail colossal. Et aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, les entreprises polluent moins que les collectivités locales. Donc on a fait un travail de fond sur toutes ces choses-là. Vous parliez tout à l'heure du commerce. Bah, les commerces, ils ont réussi à développer de l'activité, à créer des emplois, à redévelopper. Donc parlons de ça. Et les producteurs de cette cinétique-là. Alors, les producteurs ont une image très très positive au niveau des consommateurs. Quand on les interroge, c'est très très positif. C'est un peu un symbole de cette France qui à la fois travaille, mais qui également travaille dur. Il y a le côté rural, il y a le côté de notre enfance, il y a le côté de notre histoire, parce que qu'on est tous issus de près ou de loin du monde agricole. Donc il y a une cote d'amour qui est extrêmement forte et qui s'amplifie. Par contre, effectivement, ils avaient des problématiques à gérer sur leur façon de faire, leur façon d'entretenir les terres, de traiter, etc. Et là encore, ils sont en train de progresser de façon extrêmement importante. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont des problématiques, il y a avant tout, c'est leur santé qui est en pâtit, quoi. Ouais.